Tout ce qui est oignon, c'est pas ouf. Chocolat noir, il faut, je crois, une demi-tablette de chocolat pour tuer un chien de 1 kilo. C'est super hein, pour ton générique. Ouais, pardon, non, mais bien sûr. Donc après, elle va m'écrire en disant putain, mais on a encore parlé de trucs qui servaient à rien. J'ai pas de blague. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, le podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et depuis 2018, dans un coin de notre salon, on accueille des inconnus et on enregistre leurs témoignages. Grâce à eux, et après avoir compris qu'il existait de nombreux tracas quotidiens pour lesquels il n'y avait toujours aucune solution saine et efficace, on a décidé de les inventer. Du coup, Entre nos lèvres, c'est aussi maintenant une marque de soins qui vous aide au-delà des écouteurs et accompagne votre sexualité, mais pas que. Et pour ce nouvel épisode, on accueille aujourd'hui une nouvelle invitée, Ilona. Ilona a 26 ans et avec elle, nous avons discuté de stimuli et de burn-out, des soirées pâtes ou pizza, des toupies Beyblade, de routine et de sécurité, mais aussi du quotidien et de tout ce qu'il a de différent lorsqu'on est une personne neuroatypique. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et peut être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur, ou pour une personne comme Ilona, victime de viol conjugal. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment, quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Je suis pas sûre de bien comprendre la question aujourd'hui. J'aurais pas du tout la même réponse maintenant que quand j'étais ado, ni encore quand j'étais enfant. Mais pour moi, être une femme, ça veut pas dire grand-chose. Mais être une femme aux yeux de la société, c'est surtout des points négatifs. C'est beaucoup de difficultés, beaucoup d'efforts en plus à fournir, beaucoup d'exposition aux violences et au jugement des autres. Donc je suis pas complètement sûre d'apprécier être une femme aujourd'hui. T'aurais répondu quoi avant ? Je pense que petit enfant, j'aurais dit non, parce que moi je voulais jouer avec des Beyblades. Des Beyblades, c'est quoi des Beyblades ? C'est les toupies qu'on lance. Ok. T'en as pas eu ? Non. Peut-être que j'ai raté mon enfance. Grosse frustration d'enfance de mon côté, hein, les Beyblades. J'avais envie de jouer aux jeux de filles et aux jeux de garçons, et c'était compliqué. Et du coup, je crois que j'aurais préféré être un petit garçon quand j'étais enfant. Et adolescente et très jeune adulte, ça me plaisait bien d'être une femme. J'aimais bien le côté féminin, le fait de pouvoir jouer avec son apparence, le côté un peu séduction aussi. Donc il y a eu une phase où j'ai plus apprécié être une femme que ça avant de déconstruire tout ce que ça signifiait pour les autres. Et du coup, pour toi, être une femme, c'était se maquiller et jouer avec son apparence ? Oui, c'était être un caméléon plus qu'un homme, je pense. Et pouvoir jouer de ça, il y a un côté un peu manipulation, pas forcément dans le sens négatif du terme, mais être une femme, c'était beaucoup s'adapter à ce qu'on attend et jouer avec ce qu'on fait pour obtenir ce qu'on veut. Du coup, c'est quoi les idées avec lesquelles t'as grandi concernant les filles, les garçons et les femmes et les hommes ? C'est que les femmes, elles étaient très versatiles et les hommes moins ? C'est surtout que les garçons leur interdisaient peu de choses et ils pouvaient vraiment être eux-mêmes tout le temps. C'était ok pour un garçon de faire du bruit, de jouer, de courir, de prendre de l'espace, de prendre de la place. Une fille, c'était plus compliqué, ça devait se maîtriser, ça devait pas parler trop fort. J'étais une petite fille introvertie, donc je suis pas sûre d'avoir été celle qui a le plus souffert de ces préjugés-là et des injonctions pour les petites filles. Ceci dit, on m'a quand même beaucoup dit d'être gentille, d'être sympa, d'être souriante, d'être bien habillée. Après, globalement, j'ai pas grandi dans une famille si genrée que ça. J'ai 2 petits frères et une petite sœur. Et on a été élevés de façon très non genrée, je pense. Je suis celle qui a essuyé le plus de plâtre. Je pense que ma sœur a été moins forcée de porter des robes et de mettre des petites chaussures ou de jouer à la poupée. Mais on est quand même assez déconstruit sur ces sujets-là chez moi. Et j'ai notamment un petit frère qui a beaucoup joué à la poupée et à la cuisine, donc pas forcément de grosses idées arrêtées sur les stéréotypes de genre. Le fait que les petits garçons, ils avaient le droit d'être eux-mêmes et de faire ce qu'ils voulaient, c'était quelque chose que t'as plus vu à l'école, à l'extérieur, que dans ta famille ? Plutôt dans les situations sociales, oui. C'est vrai que dans ma famille, c'était plutôt un espace sécurisant. Par contre, les obligations de comportement ou les requêtes de politesse, de sourire, c'était quelque chose que j'ai plus vu à l'école ou avec mes parents à l'extérieur. Est-ce que tu sais du coup si tes parents ils étaient contents d'avoir une petite fille quand t'es née ? Je crois que oui. Après, je suis arrivée, mes parents étaient assez jeunes, ils avaient 22 ans. Donc ils étaient encore en train de faire leurs études et j'étais pas prévue. Donc ils étaient déjà surpris. Avant d'être contents ou pas que tu sois une fille, ils étaient surpris. Après, je crois qu'ils étaient tous les 2 contents de commencer vers une fille. Ça rassurait ma mère et ça faisait plaisir à mon père. Et la grossesse de ma mère s'est assez mal passée. Elle a dû être couchée assez vite et il y a eu des risques de fausse couche. Donc je crois qu'ils étaient contents d'avoir une fille aussi parce que statistiquement, ça se passe mieux pour un bébé prématuré lorsque c'est une fille. Après, je pense qu'ils étaient surtout contents d'avoir un enfant en bonne santé du coup.
Et tes parents, après, ils ont occupé quelle place dans ton éducation, dans ta famille ? J'ai été très très proche de mes deux parents, à des moments parfois différents. Enfant, j'étais surtout proche de ma maman. J'ai le même fonctionnement que ma maman au quotidien, les mêmes difficultés sociales, les mêmes difficultés potentiellement scolaires. Dans un premier temps, je pense que le jeune adulte que j'étais, c'est vraiment ma mère qui l'a accompagné et qui l'a aidé à se construire. Après, mon père a aussi été très présent. J'ai été très proche de lui au début de mes études, parce que j'ai fait le même cursus universitaire que lui. Je suis ingénieure, il était content d'avoir des enfants scientifiques. Il a été plus proche de moi dans des périodes où ça a été peut-être un peu plus difficile durant mes études, et notamment dans mes premières relations avec les garçons, quand j'avais des petites difficultés. Bizarrement, c'est peut-être à lui que j'en ai le plus parlé. Quand tu parles des difficultés que vous aviez en commun avec ta mère, c'est quoi ? J'ai été un enfant très sensible, qui avait des difficultés à gérer ses émotions. J'avais des difficultés à l'école, j'avais des difficultés dans les espaces publics, les espaces bruyants, les espaces lumineux, les espaces avec les gens. Sortir m'a toujours demandé beaucoup d'efforts. J'étais un enfant très colérique, même bébé, un enfant qui pétait beaucoup les plombs, qui avait tendance à partir en vrille pour pas grand-chose, et mes parents se sont toujours posé la question de ce qui se passait. Et au démarrage de l'école, j'avais également beaucoup de facilité sur les matières scolaires et beaucoup de difficultés sur les matières qui font plus appel à des capacités de sociabilisation. Et l'école a toujours été hyper difficile pour moi. Même en maternelle, plusieurs fois, mes parents sont venus me rechercher en pleurant. Je pense que j'ai pleuré tous les soirs de mes premières années d'école, et j'ai eu un parcours scolaire très difficile avec beaucoup de harcèlement scolaire. C'était vraiment un calvaire pour moi d'y aller, pas tant pour l'école qui était finalement pas une source de stress ni de difficulté, mais pour l'aspect purement social et groupe d'enfants de l'école. Très tôt, mes parents m'ont fait consulter une psychologue qui avait détecté à l'époque ce qu'on appelait haut potentiel, qui veut clairement tout et rien dire et qui est plus franchement utilisé aujourd'hui. Donc ça s'est un peu tassé comme ça. C'est des difficultés que ma mère avait beaucoup aussi, que de son côté ça a été mis sous le tapis pour toute sa vie parce que c'était un non-sujet. Et être sensible, timide et avoir des difficultés, c'est un truc qu'on laisse de côté chez les petites filles surtout. Peut-être que si ça avait été un garçon, ça aurait été différent. Mais en tout cas, elle comprenait vraiment ce que je vivais. C'était la seule personne de mon entourage proche qui se reconnaissait dans mes difficultés du quotidien. Donc j'ai vécu comme ça en parlant avec ma mère, en me disant « Ok, si elle le vit aussi, a priori on peut devenir un adulte correct quand même, donc continuons ». Tu te sentais pas seule du coup ? Je me sentais pas seule. C'est aussi pour ça que je dis que ma mère c'est ma meilleure amie. C'est la personne pendant très longtemps avec laquelle je pouvais tout dire et la seule qui me comprenait et que je comprenais vraiment bien. En fin d'adolescence, les difficultés se sont un petit peu accentuées. Je pense qu'avec le recul, j'avais des grosses phases dépressives aussi. Des moments où tout lâchais parce que ça me demandait trop d'efforts d'être continuellement avec des gens. Même si j'ai des amis et que dans certains contextes, j'aime beaucoup être avec des gens, c'est quand même quelque chose qui était de plus en plus difficile à mesure que c'était de plus en plus présent. Et j'ai également un rapport à la routine qui est un petit peu différent de la plupart des gens. Enfant, c'était facile, surtout vivant dans un foyer où ma mère a les mêmes besoins que moi et mes frères et sœurs aussi, on est un peu tous dans le même moule. J'ai eu une enfance qui était très cadrée, très routinière. Du coup, je m'épanouissais assez bien dans la sphère familiale. Plus j'ai pris mon envol et j'ai été obligée d'adapter mon quotidien aux impératifs extérieurs ou aux impératifs des gens que je côtoyais tous les jours, plus ça a été difficile. Donc le fait de ne pas supporter à la fois les rapports sociaux, les environnements trop stimulants et les bouleversements de routine, qui me mettaient dans une détresse que je n'expliquais pas, m'ont poussé à prendre rendez-vous avec d'autres professionnels de santé, notamment une psychiatre qui était spécialisée dans les troubles du spectre autistique. C'est un sujet que j'avais commencé à explorer plusieurs mois avant, via des lectures ou des forums ou Internet, en tapant à l'arrache des mots-clés qui correspondaient à ce que j'expérimentais au quotidien. A commencé un parcours de diagnostic et de prise de conscience. Donc aujourd'hui, je sais que j'ai des troubles du spectre autistique et un TDAH, qui explique un peu mon parcours atypique d'enfance et qui a encore un impact sur ma vie. Et ma mère est complètement concernée également, donc à mesure que moi j'avance dans la découverte de ça, plus elle apprend par effet rebond. Tu nous disais tout à l'heure que la routine c'était très important pour toi, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? La particularité de l'autisme, c'est que le cerveau, il est pas en pilote automatique, comme chez la plupart des gens normaux. Par exemple, les bruits de fond sont traités constamment, alors que chez quelqu'un de normal, c'est quelque chose qui va vite intégrer comme n'étant pas une source de danger. Du coup, le cerveau l'oublie. Le cerveau d'un être humain normal a en général entre 4 et 6, je crois, stimuli à gérer en même temps. Pour les personnes autistes, c'est assez différent. Le côté inhibiteur du cerveau fonctionne mal.
Donc là, je vais donner l'exemple des bruits, mais c'est pareil pour l'intégralité des stimuli que l'on reçoit constamment. Le cerveau laisse passer énormément de choses. Donc que ce soit de la lumière, du bruit, des interprétations de comportements ou de mouvements des personnes autour. Quand je me balade dans la rue aujourd'hui, je vois la lumière très fort, les lumières parasites, notamment les néons, les lampadaires. Je vais entendre tous les bruits, donc que ce soit les bruits d'ambulance, les bruits de personnes qui marchent, les bruits de voiture, les bruits de klaxon, les bruits de la personne à côté qui fume, les bruits de la personne qui remue son sac, les bruits de clés dans les poches. Je vais aussi faire attention au mouvement de toutes les personnes autour de moi, la façon dont ils marchent, leur trajectoire, intégrer où je dois me placer pour ne pas leur rentrer dedans. Et si en même temps je suis à côté de quelqu'un à qui je parle ou qui me parle, je vais devoir me concentrer sur ce que la personne me dit, la façon dont elle le dit, ce que je vais dire, comment je vais le dire, est-ce qu'il faut que je la regarde, est-ce qu'il faut que je monte le ton. Donc tous ces paramètres qui sont intégrés, complètement automatisés chez les personnes n'ayant pas de troubles autistiques, je dois les contrôler. Donc j'ai une sorte d'énorme machine de mixage sonore à gérer continuellement. Et ça concerne énormément de gens. Donc, en pourcentage, c'est compliqué à évaluer, mais on peut estimer qu'entre 5 et 10% des personnes ont des troubles du spectre autistique. Donc, vous en connaissez, tout le monde en connaît. Vous ne les avez pas forcément remarqués, parce qu'au quotidien, ces gens ont appris à gérer ça. Certains n'ont même pas conscience qu'en fait, ils gèrent la vie d'une façon qui est très différente de la plupart des gens. Donc c'est quelque chose qui s'apprend, et finalement, ça peut se lisser relativement bien. Mais ça demande énormément d'efforts. En général, le premier effet secondaire, c'est la fatigabilité et l'hypersensibilité. Les personnes ayant des troubles du spectre autistique vont être beaucoup plus fatiguées par des situations complètement normales de la vie de tous les jours. Sortir dans la rue, aller au cinéma, aller au restaurant, aller à l'école, faire des études, aller en boîte. Ce sont des situations génératrices de stress et de fatigue. Ça ne signifie pas que les personnes ayant un trouble du spectre autistique n'apprécient pas ces situations, ne sont pas sociables, n'aiment pas sortir. Juste, ça va avec de la fatigue et du stress qui doit être géré ailleurs. Généralement, le moyen de compensation des personnes autistiques dans leur quotidien, c'est la mise en place de routines, de structures qui va rendre le quotidien beaucoup plus simple, beaucoup plus rassurant et permettre à leur cerveau autant que possible de se mettre en pilote automatique. Ce qui est compliqué dans mon univers inconnu, dans la rue, dans un univers bruyant, devient possible chez soi, notamment en mangeant à heure fixe, en mangeant des choses que l'on connaît de façon récurrente, en regardant telle émission à telle heure, en allant faire du sport à tel moment. Le fait d'avoir un certain cadre va éviter de se fatiguer. C'est plus une notion de fatigue que de stress. Donc la structure, la routine, c'est généralement une chose qui est très importante pour les personnes ayant des troubles du spectre autistique, d'autant plus si elles ont une vie ou un travail qui va être source d'imprévus. Par exemple, dans mon cas, plus je suis sollicitée par mon travail, plus je vais sortir dans la semaine, plus je vais voir d'amis, plus j'aurai besoin que mes moments chez moi soient structurés et source de réconfort. C'est un peu une balance. Disons qu'une personne qui a des troubles du spectre autistique mais qui va avoir choisi une carrière qui est très adaptée à son profil, un job de freelance, un métier artistique, quelque chose qui touche à ce qu'il aime faire et qui lui permet de gérer son emploi du temps et sa vie comme il le souhaite, va être beaucoup moins en demande de routine et de structure qu'une personne qui a un travail 9h-18h dans un open space, ce qui est mon cas, ou qui va être dans des environnements très bruyants et très sollicités par des conférences, des réunions. Là, ça renforce en fait un besoin de récupérer ce qu'on a perdu sur la journée, sur son temps libre avec des routines, des structures. Et je sais que dans les moments où je suis fatiguée, stressée, et où je vais utiliser mon temps libre comme moyen de me ressourcer, changer au dernier moment le plan pizza pour un plan pâtes, ça va générer chez moi de la détresse complètement irrationnelle, dont j'ai conscience, mais c'est présent et c'est difficile à gérer pour moi, pour les personnes avec lesquelles je vis. C'est valable également pour des activités qui sont importantes pour moi. On appelle ça généralement intérêt spécifique quand on parle d'autisme, qui sont des événements ou des passions qui vont prendre beaucoup de place. Et c'est exactement le même mécanisme en fait. Cette passion, cette activité, les trains, le sport, le dessin, la musique, va être source de réconfort et d'automatisme, de routine. J'en ai certains. Le sport pour moi c'est hyper important. Déjà parce que j'aime ça. J'aimais pas du tout ça avant, c'est venu très tard. Et aussi parce que c'est un canaliseur et un exutoire hyper important et hyper efficace. L'activité physique, ça décharge des hormones de réconfort et ça libère énormément de tension et de stress. Donc aujourd'hui, je fais pas mal de sport. J'ai eu des phases dans ma vie où j'en faisais beaucoup trop. Et ça contribue à mon équilibre au quotidien. Et si j'ai prévu ce jour-là de faire 1 heure de sport à 18h et qu'au dernier moment quelque chose m'en empêche, ça me met également dans un état de détresse. Difficile à expliquer pour les gens autour qui voient juste un changement d'emploi du temps. Comment ça se manifeste chez toi un état de détresse ?
Cet état de détresse, il est très physique dans un premier temps. Je pense que ça, tout le monde peut s'y retrouver un petit peu quand on expérimente un gros stress et qu'on a une décharge avec le cœur qui se serre, les mains qui picotent, le fait d'avoir la tête comme dans un étau. Donc il y a un truc très immédiat de ça me prend aux tripes et ça me met mal, ça me tend physiquement. Après, c'est quelque chose que je gère plus ou moins bien selon mon niveau de fatigue. Parfois, ça peut s'arrêter là et on passe à autre chose. Parfois, ça prend des proportions difficilement explicables. Je peux me mettre à pleurer ou à avoir des pensées obsédantes assez sombres. Généralement, le premier réflexe, c'est de réagencer mon emploi du temps de la suite de la journée, quand on parle d'un déplacement de réunion ou d'un imprévu très immédiat, pour recréer une idée de structure et pour recaser les éléments qui ont été déplacés. Donc c'est un peu mon moyen de sauvetage immédiat. Après, il y a une tension physique et psychologique qui est parfois difficile à évacuer, et c'est là que notamment le sport est important pour moi. Très petite, j'ai commencé à dessiner aussi. J'ai dessiné énormément, plusieurs heures par jour. En général, c'était la première activité que je faisais en rentrant de l'école. C'est quelque chose que j'ai un petit peu perdu, mais qui encore aujourd'hui me fait beaucoup de bien et j'essaie de m'y remettre. Se tourner vers une activité qui fait du bien, ça aide au quotidien. Après, dans les cas vraiment de fatigue extrême, j'ai notamment déjà connu une phase de burn-out autistique. C'était critique parce que j'étais dans l'incapacité de me mettre en mouvement sur des activités qui me faisaient du bien. Le stress et la frustration du manque de routine, les sollicitations du travail et du quotidien étaient telles et pas contrebalancées par mon quotidien que je n'arrivais plus à faire du sport, à aller dessiner, à aller me balader, à profiter de mes amis, de ma compagne, de mon chien. J'étais complètement paralysée. Cet état de paralysie, il s'auto-entretient et c'est très difficile d'en sortir. Et tu te sens comment aujourd'hui, dans ton travail et dans ta vie en général ? C'est en construction. J'ai repensé un petit peu ma vie professionnelle pour l'amener dans une direction plus confortable pour moi au quotidien. Au niveau de ma vie privée également, j'ai fait des choix qui vont plus dans le sens de ce qui me fait du bien. Que j'apprends petit à petit à me connaître, à connaître mes limites. Ça s'est fait dans la douleur, régulièrement. Mais je pense que j'ai jamais été aussi bien qu'aujourd'hui. Dans le cadre du travail notamment, est-ce que c'est quelque chose dont tu parles ou au contraire tu préfères le taire pour ne pas que les gens te mettent une étiquette que t'as pas trop envie d'avoir sur la tête ? Pendant des années, j'ai pris le parti de plutôt le taire et de faire des efforts, de faire trop d'efforts souvent. Et je me suis rendu compte assez tard que c'était vraiment une erreur. J'ai rejoint un très gros groupe qui se revendiquait comme étant très inclusif et très ouvert sur ces problématiques, donc je me suis sentie à l'aise pour en parler. Et j'ai contacté très vite en arrivant les services dédiés, qui eux ont été très disponibles, très à l'écoute et qui étaient très au courant des impacts et des aménagements possibles. Mais il faut savoir que pour obtenir les aménagements officiels dans le cadre de troubles neurodivergents, c'est très long, c'est très compliqué. Donc les aménagements ne sont pas du tout possibles à mettre en place immédiatement. De plus, au niveau du management de proximité, la formation, la sensibilisation sur ces sujets-là n'avait pas été faite. Donc je me suis retrouvée confrontée à des personnes qui ne savaient pas du tout ce que ça sous-entendait, qui voyaient beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages pour eux et pour l'entreprise, et qui me l'ont beaucoup reproché. Par exemple, les gens connaissent l'autisme comme un trouble plutôt concernant les personnes ayant des difficultés intellectuelles, ce qui concerne une toute petite partie des personnes ayant des troubles autistiques. Mes managers directs commençaient à remettre en cause mes compétences. Non, ils se sont dit que t'étais bête. On dit que j'étais pas un bon fit pour le poste, en tout cas, que j'allais leur mettre des bâtons dans les roues, que ça allait être plus compliqué de manager quelqu'un comme moi, que pour eux, ça allait être une contrainte au quotidien, et que j'allais sûrement faire un moins bon travail que les personnes neurotypiques avec lesquelles ils auraient pu travailler. Et donc je suis partie. J'ai pris le temps de trouver un job dans lequel ça se passerait bien. Donc aujourd'hui, j'ai un poste dans une entreprise dans le digital, très ouvert sur le télétravail, l'inclusivité. Et j'ai même parlé d'autisme durant l'un des entretiens d'embauche avec la personne qui est mon manager aujourd'hui. Et ça s'est extrêmement bien passé. Et aujourd'hui, je suis rarement amenée à faire des choses professionnellement qui me sortent de ma zone de confort ou qui me mettent mal à l'aise. Tu disais tout à l'heure que l'école, ça avait été compliqué, mais est-ce que, malgré tout ça, tu as quand même construit des relations amicales avec des gens ? Est-ce que tu avais des personnes avec qui tu pouvais justement partager tout ça, avec qui tu pouvais te confier ? J'ai peu eu d'amis durant mon parcours scolaire, ce qui n'était pas aidé par les nombreux déménagements que j'ai connus enfant. Mon papa était ingénieur aussi et il changeait régulièrement d'emploi. Donc j'ai déménagé, je pense, tous les 3-4 ans durant ma petite enfance. Ce qui, dans mon cas, ayant déjà du mal à nouer des liens sociaux, complexifie la tâche. Donc j'ai jamais gardé vraiment d'amis sur le long terme, j'ai jamais eu d'amis assez proches pour rentrer dans le détail de ces sujets-là.
Après, c'était relativement inconnu pour moi aussi à cette époque-là. Je pouvais pointer du doigt quelques difficultés ou quelques différences ressenties, mais je pense pas en avoir parlé à des amis. À cette époque, j'en parlais plutôt à mes parents et à mes frères et sœurs. Et quand est-ce que ça a changé, ça ? Quand est-ce que tu as commencé à tisser des liens avec d'autres personnes ? À partir du lycée, j'ai commencé à nouer de vraies relations d'amitié. Et j'ai malheureusement répété plusieurs fois le même schéma qui était: je rencontre un garçon sympa, on devient très potes, on devient meilleurs amis, puis on finit par sortir ensemble. Pourquoi malheureusement du coup ? Parce que c'était des amis et eux ont fini par attendre plus. Et c'est un point qui est assez intéressant si on le lie à l'autisme. C'est assez fréquent que les personnes du spectre autistique aient du mal à garder des amitiés platoniques. La façon de tisser des liens ressemble beaucoup à la drague dans le monde neurotypique. C'est pas dans le sens tactile, avenant ou entreprenant. C'est quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus insidieux que ça, qui fait que les personnes ne le remarquent pas forcément. C'est en général sur les discussions. Les personnes avec des troubles autistiques ont tendance à prendre peu de gants pour avoir des discussions hyper profondes. Parler d'angoisse existentielle, qui est un truc qui les anime beaucoup. Et chercher à créer un lien émotionnel très fort avec la personne. Regarder intensément dans les yeux aussi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se fait que le regard fuyant. Et ça, c'est des choses qui envoient des signaux hyper forts aux personnes en face, même si on s'en rend pas compte particulièrement. Oui, parce qu'en fait, tout de suite, ça crée une intimité. C'est ça, on crée en fait une intimité intellectuelle et émotionnelle. Pas physique, pas tactile, mais cette intimité-là pousse en général la personne, deuxième partie de ce duo d'amitié, à en attendre plus. Oui, parce qu'en fait, justement, ce truc de regarder intensément dans les yeux, d'avoir des conversations très profondes, de se montrer très vulnérable et d'engager comme ça une connexion émotionnelle, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement et entre guillemets naturellement entre personnes neurotypiques. Donc j'imagine qu'une personne neurotypique, elle perçoit ça en fait comme un intérêt très fort et profond. Et c'est la grande détresse pour les personnes neuroatypiques, particulièrement les femmes. Parce que je dis c'est vraiment très féminin quand même, parce que les codes de la drague sont pas forcément les mêmes pour les hommes et pour les femmes, si on reste sur un truc très binaire comme ça. Donc les femmes neuroatypiques, en général, n'arrivent pas à avoir d'amitié hétéro avec les hommes, parce que ça tourne très vite en plan cul, histoire d'amour, ou personne à laquelle on dit non. Et dans mon cas, ça s'est très souvent fini en histoire d'amour qui n'aurait jamais dû exister. Parce que t'étais pas du tout attirée par eux ? Attirée, je suis pas sûre. Curieuse peut-être, oui. Mais j'avais surtout pas envie de mettre un terme à de belles amitiés et créer de la distance avec des gens qui comptaient beaucoup dans ma vie. Par exemple, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé une relation amoureuse avec mon meilleur ami. Et on est restés ensemble pendant presque 5 ans. Dès le départ, cette relation, elle a été beaucoup source d'angoisse. J'ai quasiment immédiatement regretté ce choix. J'ai essayé de me convaincre régulièrement, parce que des moments chouettes, il y en a eu quand même, surtout au début. J'ai essayé de me convaincre que c'était la bonne relation pour moi. Mais tout était assez compliqué. Cette reconfiguration complète de notre relation et de mon quotidien a été compliquée à gérer et à encaisser. Rien que ça, c'était très fatigant et très angoissant dans ma vie de tous les jours. Quand tu dis reconfiguration complète, t'entends quoi ? C'est que c'était compliqué de faire rentrer dans cette relation la partie physique d'une relation amoureuse ? C'était compliqué de le qualifier comme ton copain ? Qu'est-ce qui était compliqué dans... Ou est-ce que lui, il a changé complètement parce que vous avez basculé dans une autre relation ? Ouais. Non, même pas sur le plan physique, parce que finalement, ça a évolué au début assez lentement. Plus sur le quotidien, la place qu'il prenait dans ma vie, le temps qu'on passait ensemble, le type d'interaction, d'activité que l'on faisait ensemble. On a été amenés à se voir beaucoup plus. Ça perturbait ton équilibre ? T'avais plus assez de temps toute seule pour recharger les batteries ? Déjà ça, j'avais plus assez de temps pour moi et surtout, j'avais aucun contrôle dessus. J'étais beaucoup moins au fait de ce qu'il fallait faire pour contrôler mon anxiété à l'époque et j'avais pas du tout cette notion de routine, d'anticipation. Il y a un côté aussi très physique, tactile qui est également très compliqué, qui s'ajoute à tous les autres types de stimuli qu'on peut retrouver dans n'importe quelle situation sociale. La relation personnelle est aussi compliquée parce qu'il y a un gros aspect émotionnel qui est également source de stress et d'angoisse. Et à l'époque, c'était très difficile pour moi de gérer tout ça. J'ai eu conscience très tôt que ça me demandait plus d'efforts à moi qu'à la plupart des gens que je côtoyais au quotidien. Mais j'ai essayé de le cacher énormément. Je voulais d'une relation amoureuse normale, je voulais qu'on soit un couple normal, je le voulais pour lui, je le voulais également pour moi.
Parce que j'avais envie de ça, à l'époque très envie de normalité. Le fait de masquer tout le temps pour rentrer dans un moule qui ne me convenait pas et qui me demandait beaucoup d'efforts, oui, c'était compliqué. T'arrivais un petit peu, vu que vous étiez amis au départ, à lui parler des difficultés que des fois t'éprouvais, pas forcément parce qu'il en était la cause, mais parce qu'une relation, ça te mettait en état de stress parfois, ou pas du tout? Un petit peu. Disons que je l'ai petit à petit parlé de pas mal de choses, mais en minimisant un peu l'intensité ou l'impact que lui y avait dans tout ça. On a un peu appris tous les deux. Le sujet des troubles autistiques est venu durant cette relation et avec lui. On en a discuté beaucoup ensemble. Après, j'ai toujours eu du mal à verbaliser toute la source de stress que lui pouvait représenter, que cette relation pouvait représenter, et revenir sur ce que j'avais accepté et qui n'était pas OK déjà à l'époque. Par exemple, sur le plan physique, je me suis beaucoup forcée dans l'intimité pour rentrer dans la norme, pour lui faire plaisir. Il y avait une certaine honte de mon côté aussi. Et c'était une erreur. Notre sexualité était vraiment une source de détresse et d'angoisse pour moi. Ça m'arrivait fréquemment de faire des crises d'angoisse, de ressentir physiquement du dégoût, l'envie de partir en courant, des choses qui n'étaient pas les bonnes choses à ressentir dans des moments d'intimité. Et c'était très compliqué de réaborder ces sujets-là en profondeur avec lui parce qu'il était à la fois responsable et victime indirecte de ça. Ton rapport à la sexualité à ce moment-là, est-ce que tu le mets sur le compte en fait de ton trouble autistique ou est-ce que tu te dis non, en fait, je pense que c'est pas normal et que c'est pas lié à ça, il y a un truc, c'est lui ou c'est nous? Je l'ai mis longtemps sur le compte de l'autisme. C'est pour ça que je suis restée, c'est pour ça que j'ai accepté des choses que je n'aurais pas dû accepter. Je me suis également mise dans cette relation en me disant ok, t'es un peu bizarre, t'as envie d'avoir une vie normale, t'as envie d'avoir une vie de couple. Sois contente qu'un mec que t'aimes bien, qui a l'air un peu sympa, ait envie de ça avec toi aussi. À partir de là, ça va être plus compliqué, mais il va falloir faire avec. Donc il y a une partie des difficultés dans notre vie sexuelle que je mettais sur le compte de l'autisme, et une partie qui l'est probablement. Le côté tactile, les difficultés avec le contact physique, ou en tout cas la grosse appréhension qui vient avec. Il y a aussi un aspect nouveauté. Quand on démarre sa vie sexuelle, tout est nouveau, tout est inconfortable, tout est stressant. Et quand on a ce besoin de savoir tout à l'avance avant de démarrer, c'est vraiment un champ compliqué. Ceci dit, nos premières fois se sont, de mon point de vue, mal passées. Je me suis sentie assez contrainte, pas trop écoutée. Je me suis sentie obligée, et en partie par moi-même, mais également par lui. Et par la suite, ça s'est dégradé. J'ai accepté de plus en plus de choses et de plus en plus de rapports sexuels dont je n'avais pas envie. J'ai commencé à m'habituer à me sentir mal et également à ne pas être entendue quand j'essayais de refuser ou de mettre fin à un rapport sexuel. Et quand j'ai eu la force d'expliciter un non, il n'a pas toujours été entendu. Et ça, c'est extrêmement difficile et ça brise quelque chose. Moi, je me suis plus sentie autorisée particulièrement à exprimer un non-consentement. Donc j'ai, dans cette relation, beaucoup subi et accepté des choses alors que je n'en avais pas envie, en espérant indéfiniment que les signaux faibles seraient entendus. Est-ce que c'est à partir de là que tu t'es dit, en fait, c'est pas moi le problème? Oui, après, je pense qu'il y a une part de moi qui considère aujourd'hui que je suis toujours un peu le problème. C'est long comme déconstruction. Parce que j'ai vraiment passé 4 ans de relation quasiment à m'auto-flageller pour tous les dysfonctionnements de cette relation. Mais j'ai compris petit à petit, ça n'effaçait pas tout ce que je m'attribuais comme problème, mais j'ai compris petit à petit que certaines choses n'étaient pas normales et ne dépendaient pas de moi, et qu'il était en tort alors que je lui trouvais toutes les excuses du monde pendant des années, que je le plaignais presque d'être avec quelqu'un qui était peut-être pas aussi tactile qu'il voulait, peut-être pas aussi présent qu'il voulait, de lui imposer des pizzas et des pâtes et on change pas le programme. Entre le moment où je l'ai compris et le moment où je suis sortie de cette relation, il s'est passé des mois, voire des années. Cette relation, elle était devenue une routine, une structure de ma vie. On était ensemble depuis plusieurs années. On vivait pas encore ensemble, mais on se voyait extrêmement souvent, on s'envoyait des messages, on s'appelait hyper régulièrement. Et pour tout ce que ça avait de terrible sur ma vie, sur ma santé et sur ma santé mentale, c'était quand même quelque chose à laquelle je pouvais me raccrocher. Et qui avait étrangement un côté rassurant, ou en tout cas c'était compliqué de volontairement sortir de cette structure-là pour plonger vers l'inconnu.
Comment t'as fait pour en sortir du coup ? C'était ta décision ? C'était ma décision. C'est une décision que j'ai mûrie longtemps et qui n'a pas été facile à prendre. J'ai eu quand même un moment déclic, le dernier déclic de tous les déclics. C'était quelques mois avant la fin de nos études. Il est venu passer quelques semaines chez moi pour des vacances. On fête l'été, on fête la fin des études, on s'est pas vu depuis longtemps. C'était normalement un moment hyper sympa. Et en fait, j'ai appréhendé ça pendant des semaines. Avant même qu'il arrive, j'avais la boule au ventre constamment, je pleurais tout le temps, j'avais aucune envie qu'il arrive. Quand il était là, j'ai compté les heures avant qu'il reparte, relativement tout le temps. Je me suis sentie mal quasiment continuellement pendant une semaine. On a eu un dernier rapport sexuel vraiment pas consenti, où c'est une des rares fois, je crois, où j'ai explicité un non, ou un j'ai pas envie maintenant. Ça n'a pas été entendu. Est-ce qu'il était violent ? Je me suis souvent sentie contrainte physiquement parce qu'il était plus grand et plus fort que moi, mais il n'a pas été réellement violent, il était plus insistant que violent. Je posais cette question parce que quand ce n'est pas violent, on a du mal à mettre le mot viol sur ce qui s'est passé. Ça reste un viol, même si en soi il n'y a pas de violence physique. Et il y a harcèlement et contrainte. Bien sûr. Du coup, le lendemain de cette soirée qui a été vraiment terrible pour moi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit après, j'ai dû avoir les nausées tout le temps. Le moment où il a poussé la porte, je suis allée vomir. Et j'ai passé la journée assise dans la salle de bain à regarder le plafond. Et j'ai pensé aux prochains mois qui étaient supposés être ceux du début de notre vie commune. Et je me suis dit que ça allait pas être possible. Donc, j'ai quand même pris un peu de temps, vu qu'on était plus au même endroit, il n'y avait pas vraiment d'urgence. Et quelques jours après, on s'est appelé et j'ai mis fin à cette relation. Comment il l'a pris ? Il était très triste. Il a tenté un peu de négocier et de comprendre. J'ai eu du mal à lui expliquer clairement. Déjà parce que je pense que moi, j'avais du mal à me l'avouer aussi. Mais j'ai sorti à l'époque beaucoup d'excuses et de raisons qui jouaient, mais qui n'étaient pas la raison principale, notamment mon mal-être constant dans cette relation et la pression sexuelle constante que j'avais en étant avec lui. J'ai parlé de différences de projets de vie, d'incompatibilité globale, et je pense même m'être excusée et prendre beaucoup de la responsabilité de l'échec de cette relation à l'époque. Et toi, est-ce que tu t'es sentie libérée ? Est-ce que tu as senti tout de suite que c'était une bonne décision ? Ou au début, en fait, justement, l'impact a surtout été la fin d'une routine et donc, du coup, quelque chose de très dur pour toi ? J'ai jamais regretté cette décision, alors que dans ma vie, j'ai pris parfois des décisions qui appelaient beaucoup de changements, qui étaient des bons changements, mais que j'ai quand même eu du mal à gérer parce que ça a impliqué beaucoup de modifications de routine. Là, ça a impliqué énormément de bouleversements dans mon quotidien, mais je n'ai jamais regretté. Ça a été un soulagement immédiat, cette décision. Est-ce que tu te rappelles, quand tu étais petite, si tu imaginais ce que ça pouvait être, le couple, les relations amoureuses, faire l'amour ? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu pensais ? Et si oui, est-ce que tu t'es pas dit « Tiens, en fait, ça y ressemble pas du tout, c'était pas ça » ou enfin, qu'est-ce qui se passait dans ta tête ? Quand j'étais petite, sur le couple amoureux, je projetais beaucoup de la relation de mes parents. Et avant l'aspect intimité sexuelle, je projetais surtout la notion de famille. Le côté du haut qui se tire vers le haut, qui se soutient au quotidien, qui a envie de construire un truc, un projet, quelque chose sur le long terme. Donc pour moi, le couple, c'était d'abord ça. Et j'ai mis longtemps à faire la différence entre le couple et l'amitié. Je suis pas sûre d'y voir une énorme différence encore aujourd'hui, parce que pour moi, l'amitié, c'est quand même une condition hyper importante du couple. J'ai commencé à intégrer la notion de sexualité assez tard. La première compréhension de ce que c'était que la sexualité, ça s'est fait par les films et les médias. Il y avait une partie de dissonance cognitive pour moi entre la notion de couple amoureux et le côté relation sexuelle. Ça a mis du temps à se raccrocher. Pour toi, les deux pouvaient pas être liés ? C'était pas la même chose ? Oui, et étonnamment, je concevrais pas d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un dont je suis pas amoureuse aujourd'hui. Mais dans ma tête d'enfant, il y avait un truc qui collait pas. Quand je me suis mis en couple dans cette relation longue, notamment qui ressemblait le plus à un couple de ce que j'avais eu avant, je me suis tout de suite dit que ça ressemblait pas du tout au bonheur et au côté facile et tranquille. Et je me projetais pas non plus dans cette idée de projet long terme dans cette relation-là. Après, j'avais déjà épongé pas mal de déceptions autres que celle-ci, notamment sur l'école, sur les études, les amitiés. Tout me semblait plus difficile que ce que j'avais projeté. Donc je me suis pas tout de suite dit pour les relations amoureuses que c'était un problème. Je me suis dit que c'était sûrement la déception qui allait avec et que c'était quand même normal comme relation. T'as parlé de séries et de films, mais c'est quoi le premier souvenir que t'as par rapport à la sexualité ? Je me souviens quand j'étais petite, une des premières fois où j'ai
vraiment parler de sexualité avec mes parents. Je devais avoir 6-7 ans et j'étais avec mon petit frère qui avait 12 ans peut-être. Et on regardait un vieux film, je crois que c'était À la poursuite du diamant vert. Il y avait une scène où les deux protagonistes étaient tout nus en train de se faire des câlins dans le lit. Et c'était hyper long comme scène. Et à un moment, mes parents sont passés derrière en disant « Regardez pas ». J'avais plein de questions. Déjà, je comprenais pas ce qui se passait. J'ai demandé à mes parents « Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ?» Et du coup, il y avait un truc un peu de « C'est sale, on regarde pas, on n'en parle pas ». Après, ça nous a pas empêché de pas mal parler de sexualité avec ma famille, mais c'était jamais centré sur moi ou sur nous. Enfin, avec mes frères et sœurs, on parle de sexualité de façon générale, mais quand il faut parler de notre sexualité, c'était un truc un peu plus tabou. Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait un peu envie pour plus tard ou pas du tout ? J'étais curieuse. Je sais pas si on peut parler d'envie. C'est quelque chose qui a fait partie de ma vie à moi très très tard. Donc j'étais curieuse de comprendre ce que c'était, pourquoi ça animait autant les gens, pourquoi c'était un sujet aussi omniprésent. Mais je l'ai pas projeté tout de suite pour moi. Je crois que j'ai commencé à m'intéresser aux garçons parce qu'il fallait s'intéresser aux garçons. Parce que mes grands-parents, mes parents me demandaient alors, t'as un copain, c'est qui ton copain ? Est-ce que ton meilleur ami c'est ton copain ? Mais j'avais jamais réfléchi mes relations amicales de cette façon-là. Donc je crois que j'ai commencé à m'intéresser aux garçons parce que c'était ce qu'il fallait faire à cet âge-là. Et j'ai dû embrasser mon premier copain à 14 ans. Et c'était pas du tout un truc qui me faisait envie avant. Je suis même pas sûre que ça me faisait envie au moment où c'est arrivé. C'était plus pour faire comme les autres. La masturbation, par exemple, c'est aussi arrivé très tard. C'est arrivé après mes premiers rapports sexuels. Et c'était pas du tout un sujet. C'était pas un truc qui m'intéressait, qui me faisait envie. Donc tout est arrivé très tard. Et je crois que c'est arrivé après que je l'ai vraiment intellectualisé. Et du coup, si la masturbation, ça te faisait pas envie, comment tu y es venue ? Je me suis masturbée la première fois quelques temps après mon premier rapport sexuel avec ce garçon, qui était des moments assez durs pour moi, empreints de beaucoup de stress, pas du tout de plaisir. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a eu une certaine curiosité, et peut-être une certaine façon, je l'intellectualisais pas comme ça à l'époque, mais de reprendre un peu cette partie-là, qu'on avait utilisée sans mon consentement, regagner un peu de plaisir de la sexualité. Et après, c'est quelque chose que tu as continué à faire ? Tu as trouvé du plaisir ? Oui, durant cette relation-là, c'était aussi mon exutoire et la seule source quasiment de plaisir que j'avais. Et c'est quelque chose qui est quand même assez présent dans ma vie. On parlait du sport tout à l'heure, mais par exemple, la masturbation peut aussi m'aider au quotidien à canaliser de l'anxiété. Aujourd'hui, est-ce que tu t'entends bien avec ton corps ? Mon corps et moi, on a une relation compliquée. Ça s'est beaucoup apaisé. J'ai eu pendant très longtemps des troubles alimentaires. Je pense que ça a commencé au lycée. J'ai été anorexique pendant plusieurs années et je suis pas sûre qu'on s'en sorte réellement, mais disons qu'au niveau de ma santé, je vais mieux depuis plusieurs années maintenant. Il y avait beaucoup de haine et d'incompréhension par rapport à mon corps pendant longtemps. Aussi parce que c'est par là que je souffre beaucoup, le fait de mal gérer les stimuli sensoriels, d'être agressée par le bruit, la lumière, le toucher. Je lui en veux un peu à mon corps. Et je pense que cette période de troubles alimentaires, c'était aussi une façon de se venger. C'était également aussi une façon de récupérer du contrôle. Ces troubles-là, ils se sont beaucoup amplifiés durant cette relation toxique. Aujourd'hui, ça va mieux. Le sport m'aide beaucoup à réapprécier mon corps. Déjà, parce que je vois qu'il est capable de faire beaucoup de choses. De progresser, de courir vite, de soulever des poids lourds. On apprend à s'aimer un peu plus. En sortant de cette relation, j'ai aussi décidé de me faire tatouer. C'est un projet que j'avais depuis très longtemps. Et je me suis fait tatouer un dessin que j'avais fait durant cette relation. Je me suis fait tatouer plusieurs autres dessins depuis. Et ça fait partie des choses qui m'ont aidé à réapprécier mon corps et je pense que je vais continuer à en faire d'autres. C'est quand tu fais du sport que tu te sens le plus à l'aise dans ton corps ou il y a d'autres moments ? Je pense que c'est le sport. Déjà, c'est un des seuls moments où j'ai conscience qu'il existe. Il n'y a pas tant de moments que ça. Je pense qu'en général, je me sens exister plus par l'intellect que par mon corps. Donc c'est le moment qui nous réconcilie le plus, je pense. Est-ce que tu es à l'aise de te mettre nue ou pas trop ? Pas trop. La nudité, c'est quelque chose qui a été très compliqué pour moi. Je pense que c'est aussi très éducationnel. Dans ma famille, on est plutôt pudique. Toutes ces années où j'ai eu un rapport très compliqué à mon corps, c'était difficile pour moi de me mettre nue devant quelqu'un. Après aussi parce que je devais me mettre nue devant quelqu'un en qui j'avais pas spécialement confiance et dont j'appréciais pas forcément le regard. Donc c'était des moments compliqués qui amplifiaient un peu tout ce que je pouvais reprocher à mon corps à l'époque. C'est de plus en plus facile pour moi, mais ça reste quelque chose de compliqué.
C'est quoi aujourd'hui la sensation que tu recherches à travers le sexe ? Pour moi, la sexualité n'est pas hyper importante dans ma vie. Pour moi, ça n'a aucun intérêt sans connexion émotionnelle avec quelqu'un. Donc déjà, je ne l'envisage et je n'en tire un intérêt que dans ce cadre-là. Pour moi, aujourd'hui, les moments où j'ai des rapports sexuels, ce sont des moments de déclaration d'amour, de confiance, de lâcher prise, de grande vulnérabilité, où tu partages beaucoup avec l'autre personne et ça vient aussi entretenir ce lien émotionnel assez unique. Et toi qui as beaucoup parlé des 5 sens, c'est lequel qui est le plus lié à la sexualité pour toi ? Pour moi, c'est le toucher, ce qui peut être assez contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment, parce que le toucher n'est pas un sens qui m'est très agréable au quotidien. C'est plutôt source d'agression. Le toucher, c'est compliqué, je supporte d'ailleurs pas du tout qu'on me touche. Mes amis, ils le savent, ils sont pas particulièrement tactiles. Mes parents, pareil, je crois d'ailleurs que ma maman était très frustrée parce que j'étais pas un enfant qui appréciait les câlins particulièrement. Mais dans le cadre de la sexualité, le toucher de la personne que j'aime, c'est source de beaucoup de réconfort et de plaisir. Et c'est le sens qui m'impacte le plus. C'est la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça ? Qu'est-ce qui était important pour toi ? J'avais envie de venir raconter mon histoire aujourd'hui parce que si j'ai réussi à me sortir de cette relation toxique alors que c'était très compliqué pour moi de prendre des décisions de cet ordre-là, c'est parce que j'ai écouté beaucoup d'autres histoires, des récits qui ressemblaient plus ou moins aux miens. Le fait de ne pas se sentir seul, c'était très très important. Et je pense qu'on ajoute les troubles autistiques ou pas, c'est une histoire qui est terriblement banale, que énormément de femmes aujourd'hui se retrouvent à se poser la question de si leur partenaire les a violées ou pas. Et que c'est terriblement culpabilisant d'avoir à se poser toutes ces questions au sein de son propre couple, alors que tout dans la société nous crée aujourd'hui que c'est un espace safe, bienveillant et épanouissant. C'était aussi important pour moi de venir en parler sous le prisme des troubles autistiques, car c'est une cause qui est assez oubliée par la recherche. Les femmes neuroatypiques sont 3 à 4 fois plus victimes de violences sexuelles que les femmes neurotypiques. Ça s'explique de milliards de façons, mais notamment cet attachement aux routines, à la sécurité, et aussi la difficulté de lire des interactions sociales, de comprendre l'implicite et de s'exprimer. Elles sont aussi beaucoup plus sujettes au syndrome post-traumatique et vont aussi se retrouver beaucoup plus souvent que les personnes neurotypiques dans des relations toxiques ou avec des pervers narcissiques. Et c'était très important pour moi d'en parler et de faire de la sensibilisation sur ce sujet. Merci 1000 fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Si notre émission existe toujours et reste indépendante, c'est uniquement grâce à votre soutien et à vos commandes sur notre boutique entrenoslèvres.fr. D'ailleurs, pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Maintenant, on est même sur TikTok. Et découvrir nos soins sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. On y raconte plein de trucs chouettes. On dévoile nos coulisses, on vous livre tous nos conseils et on partage même tout plein de recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à bientôt.